Dans le Haut-Atlas, le tissage ne se conçoit pas comme une simple activité à but lucratif. Si la femme a un statut social moins élevé que celui de l'homme, elle est considérée par son travail comme la poutre maîtresse de la maison. Ses capacités ménagères et son ardeur au travail font sa réputation. C'est à elle qu'incombent tous les travaux quotidiens. Ramassage du bois, approvisionnement en eau, lessive, cuisine, etc. Le tissage est donc refuge et loisir. La tisseuse, qui n'a pas monté son métier à tisser, vient aider sa voisine. Ainsi, elle se console par l'échange de ses heures et de sa joie avec ses amis, tout en tissant. Ici, les tisseuses en face du métier montent les nœuds sur les fils de chêne, id. Les tisseuses installées en arrière font passer les fils de trame, tisgar, à travers la foule. La foule est l'intervalle existant entre deux volets de fils de chêne. L'entrecroisement des fils de chêne se fait par la montée ou la descente d'un réseau, assani, placé entre les volets de la foule. Les tisseuses tissent entre 3 et 5 fils de trame, en levant ou en abaissant le réseau, après dépôt de chaque fil de trame, puis entassent le tout avec un peigne battant, tasaka. La création artistique chez les tisseuses du Haut-Atlas est un réflexe inné. La réalisation d'un tapis est une aventure à laquelle se livre la tisseuse pour créer un chef-d'œuvre sans plan ni maquette préétablie. De ce fait, la beauté lui est donnée par surcroît. Son ingéniosité à découvrir le beau dans l'utile se rencontre jusque dans les objets les plus modestes, comme ce peigne battant orné de motifs en guise de talisman chargés de vertus magico-religieux dont les formes sont souvent symboliques. Après avoir tissé une surface de 2 à 3 cm de hauteur, une des tisseuses procède au coupage des nœuds pour égaliser la hauteur du velours du tapis. Cette opération s'effectue au moyen d'une paire de ciseaux dont la forme facilite le cisaillement des nœuds. Les tapis du Haut-Atlas sont tissés sur des métiers en bois à haute lisse, asta. Ces métiers sont constitués de 2 branches verticales qui jouent le rôle de montants. Leurs extrémités supérieures se terminent en fourche, auquel est suspendu l'ensouple supérieur. L'ensouple inférieur est un madrier dont les extrémités présentent des encoches dans lesquelles s'encastrent les montants pour fixer l'ensouple. Actuellement, les métiers à tisser les plus utilisés sont semi-métalliques. Les montants sont des barres de fer, percées de trous équidistants, soudées sur des bâtis. L'ensouple inférieur est bloqué sur ces bâtis par des clarettes. Le nœud utilisé dans les tapis du Haut-Atlas porte le nom d'une ville turque, Kiordes. C'est le nœud appliqué dans la confection des tapis d'Asie mineure. La tisseuse sélectionne 2 fils de chêne avec l'index et le majeur de la main gauche et exécute le nœud avec le pouce et l'index de la main droite. Le rythme de tissage avec des nœuds préalablement découpés est très lent. Les tapis du Haut-Atlas sont connus sous les noms de tapis des Aitwaouzgit, tapis Glaoui ou tapis de Taznart. Ils se représentent sous différentes variétés. Il y a les tapis à champs chargés de motifs comme une odyssée de symboles, tantôt géométriques, tantôt figuratifs. D'autres tapis présentent un champ encadré et orné par un médaillon central. Les tapis polychromes à décor fin et composition raffinée sont les tapis des Aitwaouzart et des Aitsemgan. Le champ de ces tapis est scindé en compartiments séparés par des bandes de tissage ras appelées chadoui.
Selon la sagesse populaire, c'est par la parole, l'œil et la main que se transmettent toutes les finesses et les subtilités de l'apprentissage des métiers inhérents aux arts traditionnels. La broderie, plus que tout autre art, n'échappe pas à cette règle. Quand les petites filles n'allaient pas encore à l'école, elles devaient s'appliquer aux travaux d'aiguille. En milieu rural, les femmes tissaient la laine et fabriquaient les couvertures et les tapis. Les citadines, elles, ont développé les travaux d'aiguille. Parmi ces travaux, la broderie est le plus raffiné des arts. La broderie réclame, outre de bons yeux, de l'attention, un goût sûr pour l'harmonie des couleurs et la possibilité d'exploiter ses dons. Plusieurs villes du Maroc possèdent leur technique et même leurs motifs. Ainsi, la broderie prend le nom de la ville qui a vu éclore et épanouir un style. Pratiquée depuis plusieurs siècles, la broderie s'est principalement développée dans les villes de Fès, Marrakech, Meknès, Tétouan, Chichaouen, Rabat, Salé et Azmour. Fès, principale source des arts traditionnels, est réputée pour ses motifs aux dessins géométriques exécutés sur de la toile blanche. Souvent, les broderies sont réalisées en rouge. La broderie de Rabat est faite au point suivant, le plein et le passé plat. Ces techniques permettent la réalisation de pièces importantes, draps, rideaux et couvre-lits. Les coloris sont vifs, vert, jaune, mauve. Cette exubérance des tons a valu aux broderies le nom évocateur de jardin. Touria Touzani, brodeuse par goût et par amour pour cet art si riche, évoque pour nous son apprentissage commencé dès l'âge de 6 ans. Cet apprentissage lui permettra de travailler très jeune, puisqu'elle était orpheline. J'ai gagné ma vie et j'ai fait vivre mes enfants. C'est le métier de ma mère et de ma grand-mère, me confie-t-elle. Ainsi, les vocations sont précoces et les traditions sont maintenues vivaces. À Fès et à Salé, la coutume veut que dès l'âge de 7 ans, on commence le trousseau de la petite fille. Celle-ci pourra elle aussi broder certaines pièces, les foulards, les mouchoirs et les petites serviettes. Les grosses pièces telles que les draps et les rideaux sont exécutées par les mains plus expertes d'une malma. L'apprentissage se fera à la maison si la petite fille a la chance d'avoir une parente brodeuse. Sinon, la fréquentation de la maison d'une malma s'impose. Donc, la petite fille sera initiée dès son plus jeune âge aux différents points et aux diverses techniques de la broderie. La brodeuse travaille sur des matières naturelles, la soie, le lin, le coton. Le fil à broder doit être de très bonne qualité. Le fil doré, ou sqalli, est utilisé pour broder les caftans et les ceintures. Les brodeuses disposent de mramma de différentes tailles, du petit tambour rond au grand métier rectangulaire. La broderie exige une grande attention, le sens de l'esthétique et quelques rudiments de calcul. La brodeuse peut composer un motif au dessin géométrique rigoureux dans son ordonnancement, ou bien elle peut réaliser un tableau imaginatif où les décors floraux fusent dans un éclat particulier. Elle utilisera alors les fils les plus brillants, les couleurs les plus vives. Certaines broderies anciennes ont atteint des prix exorbitants et constituent des pièces de collection uniques et rares. Si de nos jours, le perfectionnement des machines à broder a permis de reproduire presque tous les motifs, rien n'égalera un travail exécuté à la main, avec soin et goût.
La broderie est l'école de la patience, de la persévérance. Ainsi, certaines pièces demandent un travail de longue haleine et leur exécution peut prendre un an ou deux.